Révolution digitale, épisode 1. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast qui vous présente en français le parcours des entrepreneurs les plus inspirants en francophonie, mais aussi dans le reste du monde. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, merci pour votre visite. Révolution Digitale est diffusée 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou à votre flux RSS préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook /Révolution Digitale. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Allez, sans plus attendre, let's get inspired. Nous débutons aujourd'hui cette première saison de Révolution Digitale avec un serial entrepreneur incontournable de la tech française. D'abord ingénieur du son, ce pionnier des startups du numérique se décrit volontiers comme un geek un peu autodidacte. Il cofonde en 1984 AvantQuest, un éditeur de logiciels B2C entré dans le top 10 européen. Passionné et infatigable, il ne s'arrêtera alors plus d'accompagner de nouveaux projets d'entreprise. 30 ans et un brillant palmarès plus tard, il décide de mettre sa vision et ses compétences au service des entrepreneurs en quête de croissance et lance en 2014 Be Brave. Il devient également associé de la banque d'affaires Avolta Partners. Son engagement se traduit aussi par son implication remarquable dans plusieurs associations d'entrepreneurs et par la publication récente d'un livre tout aussi incontournable que son auteur, Les 10 commandements de l'entrepreneur. Tribu Digitale, j'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui pour vous Bruno Van Riebe. Bruno, bonjour. Bonjour. Êtes-vous prêt à nous inspirer aujourd'hui ? On va essayer. Génial. Alors, Bruno, je viens de donner un petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Voulez-vous y rajouter quelque chose et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Alors, y rajouter quelque chose peut-être, c'est cette implication que j'ai eue tout au long des années dans les associations d'entrepreneurs qui m'a permis d'être très connecté avec mes amis qui développaient les startups, les entreprises et de rester toujours au courant de la façon dont les choses évoluaient malgré le temps depuis lequel je suis dans ce métier. Et c'est vrai que j'ai été président de Croissance Plus, j'ai été président de Middle Next, président des éditeurs logiciels Satec Numérique, vice-président du Conseil national du numérique. Ça fait beaucoup de choses, mais ça m'a beaucoup apporté et j'espère que ça m'a permis moi aussi d'apporter aux entrepreneurs. Et puis, j'ai eu aussi la chance, avec Croissance Plus à la fin des années 90, de faire partie de ceux qui ont créé les BSPCE, ces bons de souscription de créateurs d'entreprises utilisés par 70% des startups pour créer de l'actionnariat salarié. J'avoue que quand on a la chance d'avoir pu mettre une petite pierre dans un édifice et qu'elle serve aujourd'hui aux autres, on est très heureux. Voilà, alors vous avez aussi publié récemment un livre aux éditions du Rocher qui s'appelle Les 10 commandements de l'entrepreneur, qui est préfacé par Xavier Niel. D'où vous est venue l'idée ? En fait, l'idée, je l'avais depuis longtemps parce que quand on a fait déjà une entreprise qui réussit puis qu'on a été confronté à d'autres réussites, d'autres échecs tout au long d'une existence, y compris dans beaucoup d'autres choses, parce que moi je suis un passionné, donc ce que je n'ai pas dit, vous me demandiez un peu pour ma vie personnelle, mais j'ai même fait en amateur 7 années de course de vitesse moto, Wow. J'ai monté une galerie d'art, donc je suis passé par beaucoup d'expériences de vie, si vous voulez, et ça faisait longtemps que je voulais partager ça avec les gens qui aujourd'hui soit veulent monter une entreprise, soit l'ont déjà montée mais veulent la développer et connaître quelques règles de base. Et en fait, ça a commencé par une émission de télé, en fait. C'est-à-dire que en 2016, j'ai eu la chance avec la Fabrique Aviva, qui est un projet de l'assureur Aviva, qu'il me sponsorise une émission de télé qui est passée sur BFM et BFM Business pendant 6 mois sur les 10 commandements de l'entrepreneur, qui était mon idée de départ. Et de là, la vidéo, vous savez, ça dure 2 minutes, c'est très très bien, on peut raconter des choses, mais c'est court. Et l'envie d'en faire un livre derrière est venue presque naturellement. Les éditions du Rocher m'ont fait confiance. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Et un point complémentaire sur les 10 commandements. Je ne cherche pas à dire des choses très compliquées, parce que je constate une chose,
c'est que la plupart des gens ont besoin qu'on leur rappelle les fondamentaux. Tous les grands sujets complexes sur les levées de fonds, sur des problèmes juridiques et fiscaux, finalement, doivent arriver après le fait de rappeler quelles sont les règles de bon sens pour réussir et développer une entreprise. C'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu le faire en racontant des anecdotes personnelles pour que ce soit à la fois amusant et puis pour que ça donne envie, tout simplement. Alors justement, dans les vidéos dont vous parlez, on vous entend dire que l'entrepreneur est l'un des derniers aventuriers des temps modernes. Alors moi, j'adore ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est très simple. C'est qu'en fait, personne ne sait ce que c'est que de monter une entreprise. Même parfois, les jeunes qui la montent ne se rendent pas compte à quoi ils vont être confrontés. Et la réalité, c'est que il n'y a pas tellement d'endroits dans lesquels on crée soi-même quelque chose, on le fabrique, on le pense, qu'on a des chances de succès qui sont extrêmement limitées en pourcentage, parce que on oublie de le dire, mais sur 100 startups qui se montent, peut-être que 90 ne seront plus là dans les 3 ans. Et puis c'est aussi un lieu où on va être en permanence, tous les jours, confronté à des défis incroyables. C'est ce dont je parle évidemment dans mon livre, c'est-à-dire des questions auxquelles il faut répondre et pour lesquelles on ne sait pas comment il faut y répondre. Et donc on est obligé de faire un choix, on est obligé de prendre une décision. Et par rapport à ça, finalement, ça ne me semble pas si éloigné que ça de la course de vitesse de moto lorsque j'étais confronté à des gens plus jeunes que moi sur la ligne de départ, qui pesaient 15 kilos de moins que moi, où il fallait que je sois quand même le premier au virage. Je trouve qu'il y a quelque chose en commun avec ça. Et il y a un esprit d'aventure, d'extrême, que j'aime beaucoup. Dans un monde, je vous le rappelle, où aujourd'hui, on met la ceinture et les bretelles sur tout, sur tout. C'est-à-dire que, bon, je vais pas parler évidemment de la ceinture de sécurité dans la voiture, c'est la moindre des choses, mais le principe de précaution est devenu la règle. On vit dans la peur de gêner l'autre, la peur de se faire du mal, la peur de faire du mal aux autres, ce qui fait qu'à un moment, c'est très bien tout ça, c'est une évolution positive de la société, mais en même temps, c'est un petit peu, comment dirais-je, stérilisant. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est un lieu où on peut à nouveau trouver le goût de l'aventure et la passion. Tribu Digital, vous nous écoutez parce que vous êtes des aventuriers. Soyez donc courageux. Alors Bruno, vous êtes impliqué dans énormément de projets, vous nous en avez donné déjà un petit aperçu. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de votre projet du moment et nous expliquer comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model ? Alors, mon projet du moment n'est pas unique. Donc, c'est une question qui appelle plusieurs réponses. Mais déjà, la première chose que je pourrais vous dire, c'est que je ne souhaite pas et je ne veux pas être ce qu'on appelle un business angel, c'est-à-dire quelqu'un qui met des fonds dans une entreprise et qui espère que l'entreprise va réussir, la start-up va se développer et qu'il aura un retour sur investissement. J'ai appris, à mes dépens d'ailleurs souvent, puisque j'ai fait des investissements qui n'ont pas réussi, comme tout le monde, j'ai appris que l'investissement sans l'accompagnement, ça n'était pas efficace. Donc la première chose que je fais, c'est que j'accompagne quelques entreprises, forcément un nombre limité à cause de la manière dont je fonctionne. Ces entreprises, j'y suis à la fois actionnaire, administrateur, investisseur, et j'accompagne le management dans sa définition à la fois de sa stratégie et de ses défis opérationnels. Ça veut dire que c'est une très grosse implication. Il y en a plusieurs, mais je vais citer celle que les gens connaissent le mieux en ce moment. C'est l'entreprise CityScoot qui fait les scooters électriques en autopartage. On en voit, il y en a 1600 à Paris, on en aura bientôt 4000, qui est un énorme succès. Et je suis auprès du fondateur Bertrand Fleurose. Et mon rôle n'est pas d'avoir mis juste de l'argent dans l'entreprise, mais vraiment de lui amener mon expérience et d'être un petit peu son sparring partner. Donc ça, c'est un exemple. Alors, donc mon business model, comme vous le voyez, ce n'est ni d'être un consultant, ni d'être un business angel, ni d'être un directeur général. C'est un mélange de tout cela. Et dernier point, et donc j'accompagne quelques projets comme ça. Et je suis également associé de la banque d'affaires Avolta Partners. Pourquoi ? Parce que les projets que je ne peux pas accompagner, il se trouve que grâce à cette association, une banque d'affaires qui fait des levées de fonds et des cessions, on peut tout de même aider certaines entreprises qui ont des capacités à se développer et qui ont prouvé leur modèle à lever des fonds, ce qui fait que je n'abandonne pas forcément tous les gens qui me contactent en me disant « Pouvez-vous nous accompagner ?» Et ma réponse est « Et non, j'ai déjà trop de projets, mais grâce à Avolta, ça me permet quand même de rentrer dans le groove. » Wow. Alors, quel est le problème que vous rencontrez le plus souvent chez vos clients dans l'accompagnement que vous leur offrez ? Oh, le plus souvent, le numéro 1, je dirais,
Le numéro 1, c'est la mauvaise prise de conscience du temps. Le temps qu'il faut pour lever des fonds, le temps qu'il faut pour trouver ses premiers clients, le temps qu'il faut pour réussir. Tous les entrepreneurs, sans aucune exception, souffrent d'optimisme. C'est très bien l'optimisme, mais en même temps, c'est quelque chose qui les empêche de bien gérer leur entreprise. Je m'explique. Si vous n'avez qu'une somme d'argent limitée, ce qui est le cas de 99% des gens qui montent une entreprise, oublions les quelques exemples de levée de fonds phénoménales qui font mentir ce que je viens de dire, et prenons la majorité. La majorité, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, si on n'a pas conscience du temps qu'il faudra pour développer le produit, si on n'a pas conscience du temps qu'il faudra pour trouver les clients, eh bien simplement, nous allons disparaître avant d'avoir réussi, et on peut se retrouver en ayant fini un très bon produit, mais en n'ayant plus d'argent dans les caisses, et on va faire ce qu'on appelle, on va mourir guéri. On va mourir guéri, ce qui est tout à fait dommage. Donc le principal problème, la première chose que j'ai envie de dire à un entrepreneur, c'est ce que j'appelle la gestion du cash. Qu'il ait 10 000 euros, 100 000 euros ou 4 millions d'euros, la gestion du cash, la durée du temps qu'il faut pour réussir à implémenter son produit et trouver ses clients, c'est le nerf de la guerre pour la réussite et pour passer le cap de ces 2-3 premières années pour les startups. Ça a l'air d'être du simple bon sens et une porte ouverte. Croyez-moi, ils ont besoin de l'entendre. Tribu Digital, faites confiance au bon sens. Vous devez gérer votre temps, gérer votre cash. Alors gardons ça à l'esprit, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Bruno, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors Bruno, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand avez-vous su, au fond de vous, que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? En fait, j'étais ingénieur du son dans les années 77-83. Ah oui, ça donne l'impression que je suis très très vieux. Mais non. Faut surtout pas inquiéter les auditeurs, en fait, sur ce sujet. Car en fait, aujourd'hui encore, ce que j'ai appris en étant ingénieur du son me sert à chaque moment. Donc j'étais ingénieur du son plutôt spécialisé dans ce qu'on a appelé à l'époque la cold wave française. C'était fin des années 70, début des années 80. C'était la pré-techno, pré-électro, c'était super intéressant. Mais en fait, le fait d'être simplement salarié du studio d'enregistrement, le studio d'Auteuil où je travaillais, ça ne me plaisait pas du tout. Ça ne me plaisait pas. C'était quelque chose qui ne me correspondait pas. Je ne voulais pas n'avoir aucune influence sur ce qu'il se passait dans ce studio. Et donc j'ai tout de suite senti que je voulais être associé. Et être associé, c'est le premier pas pour penser qu'on veut être entrepreneur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est de là que c'est venu. C'est tout à fait de là que c'est venu. Et la deuxième chose, c'est pourquoi je me suis pas lancé tout de suite. Tout simplement pour 2 raisons. La première raison, c'est l'argent. Je n'en avais pas du tout. Et donc il fallait prendre une décision à un moment. Et la deuxième raison, c'est le projet. On ne se lance pas sans un projet. On ne dit pas « je vais être entrepreneur » pour le plaisir d'être entrepreneur. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu l'explosion de la micro-informatique dans les années 81 et 82. Ça m'a tellement passionné que je suis tombé dedans comme Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques quand il était petit. Ça m'a tellement plu que je suis rentré dans les sujets jusqu'au point de me mettre à écrire des articles dans les journaux informatiques de l'époque en faisant partie des pionniers de ce nouveau mouvement, le digital, jusqu'au fait d'avoir écrit une 12aine d'ouvrages un peu techniques aux éditions Erol. Et là donc, toujours pas d'argent, l'envie d'être entrepreneur, mais cette fois il y avait le projet devenir éditeur de logiciels. Le projet et la passion, puisque finalement, on lit dans votre livre que si cette passion n'est pas là, peu importe le projet, peut-être qu'il ne sert à rien finalement. Oui, d'ailleurs, en fait, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, que lorsqu'on parle des startups, on parle souvent de la levée de fonds, des montants levés, de la richesse créée, de la valeur de l'entreprise. Et ce que je dis dans mon livre, et ce que je ne cesse de répéter, c'est que la richesse est la conséquence d'une entreprise réussie et non pas la cause ou la raison pour laquelle on doit la faire. La base de la réussite, c'est la passion. Pourquoi il faut absolument la passion ? Il faut la passion tout simplement parce qu'on va être confronté à une véritable course d'obstacles. On va courir une course de haies avec un boulet au pied en fait. Et c'est ça qu'il va falloir réussir. Et croyez-moi, pour passer au travers de tous ces obstacles, si vous n'avez pas une passion, un feu qui vous anime, eh bien vous risquez de tomber à la 2e ou à la 3e haie tout simplement.
Alors vous parlez d'obstacles et c'est vrai, le parcours de l'entrepreneur est un chemin difficile. Le chemin de la réussite est semé d'embûches. Alors j'aimerais, Bruno, que vous nous parliez un peu de vos moments difficiles. Parlez-nous un peu de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Alors on parle souvent de l'échec chez les entrepreneurs. Dans certaines cultures, l'échec est plutôt vu comme un vecteur de la réussite, notamment chez les Américains. Vous parlez vous-même dans votre livre des erreurs à ne pas faire, ce fameux commandement qui sont en quelque sorte les leçons tirées de ces échecs. Alors Bruno, est-ce que vous êtes d'accord avec ça et racontez-nous quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Alors d'abord, pour répondre à votre question, il ne faut pas se réjouir des échecs, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler et il faut apprendre avec eux. Et ça, c'est très important. Je suis d'accord là-dessus. Alors le pire moment en tant qu'entrepreneur, j'en ai eu tellement des pires moments. Vous me demandez de choisir, donc je vais essayer de choisir. Je vais vous parler d'un moment que je n'ai raconté à personne. Il y a prescription maintenant, donc on peut en parler. Imaginez que nous sommes dans les années 93-94. La société que j'ai cofondée et que je dirige s'appelle BVRP Software. On est éditeur de logiciels. Et l'essentiel de notre business, c'était faire de la télécopie pour micro-ordinateurs. À l'époque, il n'y avait ni échange de fichiers, ni Internet. Il faut se replacer dans un contexte. Le contexte, c'est que pour communiquer entre ordinateurs, entre micro-ordinateurs, une des seules solutions qui existait, c'était d'utiliser des méthodes qui étaient celles que les gens utilisaient à la main à côté, comme s'envoyer une télécopie, un fax, d'accord ? Donc, on avait inventé un système qui permettait, on était les premiers au monde, d'utiliser la télécopie pour prendre un texte consistant en traitement de texte et de récupérer de l'autre côté en texte, alors qu'il n'y avait aucun moyen de communiquer directement d'ordinateur à ordinateur. Ça, on l'avait fait sur la base d'une carte Matra Communication, un matériel très cher qui était dans l'ordinateur. Matra Communication avait pris 34% de notre capital. Et ça marchait très bien en France. C'était un produit destiné aux entreprises. On en avait vendu plus de 5000 à des prix relativement élevés sur le marché français. Et en fait, le monde a complètement changé dans les années 93. La micro-informatique, les prix d'ordinateurs ont baissé considérablement. Et des produits sont apparus qui s'appellent les modems, qui permettaient de communiquer facilement d'ordinateur à ordinateur. Ce qui veut dire que le produit très simple que nous faisions en France à 5000 exemplaires, il y avait un potentiel pour le faire en millions d'unités dans le monde entier, à un prix beaucoup plus bas, mais à condition de ne plus travailler sur une carte chère et dans du matériel fermé. Nous avions trouvé le leader mondial du modem qui était d'accord pour travailler avec nous aux États-Unis, Hayes Microcomputer Product, qui était d'accord pour investir sur BVRP. Et vous savez ce que les gens de Matra Communication ont dit ? Ils ont dit: non, il n'en est pas question, nous avons 34% du capital, nous ne souhaitons pas que vous partiez à l'export, nous ne voulons pas que vous arrêtiez de travailler avec nous sur notre carte. L'avenir, c'est de continuer à travailler avec nous, de ne pas vous développer dans le monde entier. Eh bien, c'est le pire moment, puisque je savais au fond de moi-même que sans ce changement complet de modèle, nous serions disparus. Et je me suis retrouvé à un conseil d'administration avec Matra Communication, où il a fallu que je leur dise: si vous n'acceptez pas que nous changions ce modèle économique, je préfère fermer l'entreprise que de continuer dans une impasse qui ne nous mène nulle part. Il a fallu que je le dise avec beaucoup de force pour qu'ils me croient, qu'ils pensent que ce n'était pas du bluff. Et je me rappellerai toujours le directeur financier de Matra Communication de l'époque, Chance Piès, qui m'a dit: vous êtes sérieux là? Je lui ai dit: tout à fait, regardez-moi. Il a dit: bon, écoutez, si vous nous trouvez quelqu'un qui rachète nos parts, débrouillez-vous, mais je veux plus jamais entendre parler de vous. J'étais très heureux. En une année, nous sommes passés de 5000 exemplaires vendus en France d'un logiciel destiné uniquement aux entreprises à plus d'1,5 million d'unités vendues dans le monde entier en 27 langues. Ça a été le vrai début de la réussite pour BVRP. Wow. Vous avez véritablement gardé votre sang-froid, qui est d'ailleurs un des commandements. Il faut savoir garder son sang-froid. Effectivement, j'en parle dans mon livre. Et il faut également savoir ce que l'on veut. Or, je savais que vis-à-vis d'une grande entreprise comme Matra, je ne les critique pas. Ils voulaient maintenir un business dans un espèce d'univers qu'ils comprenaient et qu'ils maîtrisaient, qui était l'univers français destiné à des entreprises qui payaient relativement cher pour des produits, des grands comptes qui payaient relativement cher. Moi, je voulais aller vers le grand public pour un produit international et mondial. Je ne les critique pas. Simplement, le conflit d'intérêts était tel que je n'avais pas d'autre solution que d'entamer un bras de fer. Et lorsque vous êtes le pot de terre contre le pot de fer, vous ne pouvez gagner de bras de fer que si, littéralement, vous êtes prêt à vous suicider avec eux. Littéralement. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas.
Si on commence à discuter, vous n'y arriverez pas. Et c'était très intéressant parce que j'ai appris à ce moment-là qu'il fallait savoir ce qu'on voulait et ne pas avoir peur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une maxime que je répète en permanence, c'est soyez courageux, même si vous ne l'êtes pas vraiment, faites semblant de l'être. Tribu Digital, soyez courageux, retenez bien ça. Alors Bruno, inversement, est-ce que dans votre parcours, vous avez connu un moment, nous appelons ça un moment d'illumination, c'est-à-dire peut-être étiez-vous dans une impasse où les choses n'allaient peut-être pas exactement comme vous vouliez, et tout d'un coup vous avez eu un moment eureka, une idée géniale, et expliquez-nous ça, et quelles sont les actions que vous avez mises en place par rapport à ça? Oh bien, écoutez, c'est exactement lié à l'anecdote précédente, c'est-à-dire qu'en fait, je voulais absolument vendre aux États-Unis. Pour moi, il n'y avait pas de solution pour une entreprise de logiciels qui n'exporterait pas ses produits sur le plus grand marché mondial qu'est le territoire américain. Et depuis 1987, tous les ans, je fais plusieurs voyages aux États-Unis, dont au plus grand salon informatique, le Comdex, qui a été remplacé par le CES aujourd'hui à Vegas en janvier. Mmh. Et à chaque fois, je me heurtais à des murs et je continuais à y retourner avec une persistance infinie. Je savais qu'il fallait. Et à force de persévérance, avec un premier contrat passé avec une entreprise locale du nord de l'État de New York, où l'entreprise a fait faillite avant même d'avoir fini, un deuxième contrat où les produits ne se sont pas vendus, enfin, justement, je rencontre cette société Hayes, dont le dirigeant et l'inventeur du modem est un grand gourou du milieu de la micro-informatique et du milieu de la communication sur micro-ordinateur. Et cette rencontre avec Hayes a été capitale puisque nous nous sommes retrouvés avec une entreprise de poids extraordinaire qui nous dit « Je vais mettre votre logiciel dans le monde entier, dans tous mes modems ». Et ce moment extraordinaire, le premier, c'est imaginer que nous sommes dans la Silicon Valley avec lui, à l'arrière d'une immense limousine, en train de boire un verre, et qui nous dit « Les gars, avec moi, vous allez conquérir le monde. » Je vous jure, on a l'impression d'être dans le Largo Winch. Il faut vivre ça une fois dans sa vie. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et le plus grand événement, l'illumination, bien sûr, c'est que ce deal se fait. Les produits sont dans le monde entier. Et l'été suivant, je vais en vacances à Porto Rico. Vous voyez, Porto Rico. Mm-hmm. Et donc, je suis avec mon épouse et je me dis, tiens, je vais quand même aller voir les magasins informatiques du coin, voir qu'est-ce qu'il y a sur les étagères. Et je rentre à Porto Rico, dans l'un des grands magasins d'informatique, je ne sais plus si c'était Best Buy ou un autre, je ne me rappelle plus leur nom, et je vois un rayon entier, je dis bien un rayon entier, avec les modems Hayes, et dessus écrit en gros, livré avec un logiciel BVRP. Wow. Et ben ça, je peux vous dire, c'est une illumination. À Porto Rico, je ne sais pas si vous voyez, on commence à être loin... On commence à être loin de Levallois-Perret quand même. Voilà. Alors Bruno, si vous pouviez alors résumer là ou les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelles seraient-elles? Je veux dire en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit vous retenir comme leçon de votre expérience? Alors d'abord, si j'ai écrit un livre qui s'appelle Les 10 commandements de l'entrepreneur, c'est justement pour donner les 10 leçons clés. Donc, on ne va pas les révéler toutes. Voilà, donc il faut que je fasse des choix. Le premier choix, c'est la première leçon clé. Effectivement, c'est la passion. Si vous faites les choses avec passion, il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas l'expliquer, mais pour moi, c'est un moteur de base. Je ne suis pas fanatique de ces entrepreneurs qui veulent être entrepreneurs parce qu'ils ont entendu que c'était bien et qui n'ont pas la moindre idée de pourquoi ils y vont. Donc, première chose. Deuxième chose, éviter la solitude. Et ça, si je ne devais retenir qu'une leçon, c'est celle-là. Première chose, si vous montez une entreprise, ne le faites pas seul. Faites-le avec 1, 2 associés, pas plus. Mais faites-le avec eux. Alors on me rétorque toujours, ah oui, mais c'est très difficile avec un associé, 2 ans, 3 ans après, il arrive qu'on se chamaille, que les choses ne marchent pas. Bien sûr que c'est vrai. Mais est-ce que les gens vont arrêter de se marier parce qu'il y a le risque du divorce? Bien sûr que non. En fait, si je regarde la réalité, c'est que sur 90% des entreprises que je connais qui ont réussi, le fondateur n'était pas seul. Alors qu'il y ait des magnifiques exceptions avec un fondateur qui réussit seul, ou qu'il y ait tout simplement des belles associations qui ont échoué au bout de 3-4 ans, c'est pas grave.
Ça a permis à l'entreprise de décoder. Et la solitude, c'est pas seulement pour être associé. La solitude, c'est aussi de se mettre dans les réseaux d'entrepreneurs, s'inscrire dans les associations, les France Digital, les Croissance Plus, les Syntec numériques et tout ce qui existe pour les entrepreneurs, les réseaux entreprendre, que ce soit dans le numérique ou ailleurs. Je crois que tout ce qui permet d'éviter la solitude et d'échanger avec ses pairs, c'est une leçon clé de mon expérience. Et si je ne devais retenir qu'un seul commandement de mon livre, ce serait celui-ci. Tribu Digital, suivez votre passion, mais surtout, évitez la solitude. Ne soyez pas seul. Bruno, merci beaucoup pour ça. Alors, Bruno, nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quelle est votre définition du succès? Selon moi, le succès, c'est d'avoir un projet et de le réussir, non pas tel qu'on l'avait pensé, mais en tout cas tel qu'on l'avait imaginé. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai monté et cofondé BVRP qui est devenu AvantQuest parce que je voulais être éditeur de logiciels. Le succès, c'est pas le nombre de produits qu'on a vendus. Le succès, c'est pas le financier. Le succès, c'est nous voulions faire ça et nous l'avons fait. Le succès, c'est toujours la même chose. Le succès, lorsque j'ai fait de la course de vitesse moto amateur, ça n'était pas je vais être premier. Le succès, c'est je vais travailler dur pendant 4 ans et à la fin, au moins une fois, je ferai un podium. Je l'ai fait, c'était pour moi le succès. Après, si ça explose, c'est extraordinaire. Le Winfax, le logiciel de télécommunication sur micro-ordinateur, j'en ai vendu 180 millions d'unités dans le monde. Mais c'est pas ça, réussir. Réussir, c'était cette idée qu'on a semée, qui germe et qui mène quelque part. À quoi ressemble votre journée type? Alors là-dessus, je suis un maniaque de la gestion des priorités parce que j'essaie de faire beaucoup de choses. Donc, toujours, le début de journée, d'abord, je procrastine pour démarrer ma journée. J'y tiens énormément. Je fais pas partie de ces gens qui imaginent qu'il faut se lever très tôt et être efficace dans les 5 minutes. C'est à quoi ressemble mon début de journée? C'est de prendre le temps de rentrer dans la journée et surtout, et c'est ça le point vraiment utile, d'étudier quelles sont mes priorités du jour, indépendamment de mon agenda. Qu'est-ce que j'ai à faire en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui doit être fait le plus rapidement? Qu'est-ce qui peut attendre? C'est comme ça que j'aborde les choses et j'essaye toujours d'éviter de me laisser prendre par le fil des événements et de ne pas garder le contrôle. Alors, en plus de votre nouveau livre, Les 10 commandements de l'entrepreneur, si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Un livre pratique? Mais je ne sais pas s'il faut lire des livres pratiques. Moi, je vais vous prendre de biais là, si vous le voulez bien, et ne m'en voulez pas. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante pour un entrepreneur, c'est de ne pas rester enfermé dans le monde dans lequel il est, et de lire des livres qui vont l'inspirer sans forcément parler de ce qu'il fait au quotidien. Et je crois donc beaucoup à la culture et à la littérature, et je trouve très important que les entrepreneurs lisent des livres, et lisent des livres qui ne sont pas forcément des livres de management. Et lisent des livres qui les amènent dans un autre univers. Et ils peuvent dire de la BD, ils peuvent dire des livres et autres. Et donc de ce point de vue-là, toute la littérature ça peut être aussi bien des polars que relire un voyage au bout de la nuit de Céline, qui est un livre extraordinaire, même si son auteur a complètement dérapé ensuite, mais qui est une véritable expérience de vie, ou relire des livres de Jack London ou autres. Mais toutes ces histoires, des histoires d'aventure et autres, c'est quelque chose qui vous aide. Voilà. Quels outils ou applis productivité ou autres utilisez-vous régulièrement? Plusieurs, parce que j'ai tendance à être un peu geek. Alors Evernote, évidemment. C'est mon outil de prise de notes numéro 1, ça c'est clair. Je suis dessus en permanence chaque fois que je fais une réunion, parce que je ne sors pas d'une réunion sans avoir pris des notes. Dropbox, tout le temps. C'est-à-dire que tout est stocké dans Dropbox, comme ça j'ai tout accès de mon iPhone, mon iPad et autres, ça c'est clair. Les outils qui permettent de signer électroniquement les documents comme DocuSign, pour ne plus avoir besoin de les imprimer. Les outils qui permettent de saisir les cartes de visite sans avoir besoin de les saisir à la main. Tout Microsoft Office. Je suis sur Slack, je suis sur Pipedrive. Slack qui permet d'échanger en interne dans les entreprises, Pipedrive qui permet de suivre tout ce qui est prospection, tout ce qui est suivi des projets et autres. Je trouve ça formidable. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de choses. Et sur les réseaux sociaux, je suis très Twitter,
un peu LinkedIn et pas beaucoup Facebook. Voilà. J'oubliais WhatsApp, bien sûr, qui devient maintenant indispensable quand on voyage beaucoup à l'étranger. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Eh bien, il y en a deux, en fait. Il y en a trois, pardon. Il y en a trois, et d'ailleurs, c'est trois domaines dans lesquels j'essaie d'y travailler. Je crois beaucoup, évidemment, dans l'autopartage. Mon implication dans CityScoot est un exemple. Je crois beaucoup dans l'évolution positive de l'autopartage avec des véhicules propres par rapport à la voiture individuelle. Ça, c'est un domaine qui est à la fois vertueux, qui permet quand même de développer un service de qualité et qui correspond à l'évolution de notre époque. La deuxième chose à laquelle je crois, c'est que l'événementiel, tout le monde fait des événements, des congrès. Vous savez ce que c'est qu'un événement? C'est quelque chose de simple. Je crois que l'événementiel se digitalise, est en train de changer fondamentalement, et je crois que le monde de l'événementiel est quelque chose qui va connaître des révolutions dans les années qui viennent, et je suis très impliqué dans un grand groupe d'événementiel qui s'appelle le groupe MCI, un groupe suisse de 2300 salariés que j'accompagne et que je conseille, et ça j'y crois énormément. Enfin, je crois, pour terminer, à la révolution des médias, c'est-à-dire que je pense que elle n'est pas encore faite entre le média papier, le média internet, le média vidéo. Vous participez à cette révolution avec votre podcast La Révolution Digitale. C'est ce changement de paradigme qui va totalement transformer notre rapport à l'information, auquel je crois énormément également. Et la dernière, c'est la question back in time, c'est ma préférée. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse, ni de donner le livre Les 10 commandements de l'entrepreneur? Peut-être que le seul conseil que je lui donnerais, parce que moi j'ai eu la chance que ça se passe plutôt bien pour moi, d'accord. Donc forcément, si j'allais voir mon alter ego à 18 ans et que je ne lui dirais pas forcément fait différemment, puisque ça s'est pas trop mal passé par la suite. Je pense que les conseils que je lui donnerais, ils seraient peut-être à deux niveaux. Un, sur la vie professionnelle, de peut-être ne pas avoir abandonné les études si tôt, car il y a énormément de choses que j'ai dû apprendre par moi-même et où j'ai perdu pas mal de temps sur des sujets assez sophistiqués, où si j'avais eu et obtenu certains outils en passant par peut-être, un niveau d'études supérieures un peu plus profond, peut-être que cela m'aurait fait gagner du temps et m'éviter quelques erreurs d'apprentissage. Ça, c'est la première réponse. Et c'est la même que je ferai à mes enfants aujourd'hui. La deuxième réponse, elle serait sur la vie personnelle, mais permettez-moi de garder ça pour moi, mais j'ai sûrement fait beaucoup de bêtises dans l'organisation de ma vie. Mais je crois que ça, c'est la même chose pour tout le monde. Mais en tout cas, je ne lui dirais pas d'acheter des billets de loto, de faire des paris sportifs ou d'investir en bourse. Je lui dirais, de toute façon, crois dans ton intuition, n'aie pas peur, surtout, n'aie pas peur. Tribu Digital, formez-vous, faites des études si cela peut vous éviter des erreurs. Croyez en vous, croyez dans votre intuition, n'ayez pas peur. Bruno, merci, nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Bruno vous inspirera à faire le grand saut. Alors Bruno, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Très simplement, deux choses. Un seul, c'est deux. La première chose, et c'est très important, c'est que le digital n'est pas un monde dans lequel on a forcément besoin d'énormément d'argent pour démarrer. On peut lancer une plateforme ou un site et le tester. Je pense qu'il est très intéressant, lorsqu'on a une idée dans la tête, de la faire avec peu d'argent, minimal, pour tester un petit peu la façon dont ça réagit avant d'essayer de faire le grand projet qui va bien. C'est la chance qu'on a dans le numérique, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire en investissant peu. Ça, c'est le premier point. Il me semble essentiel. Et puis le deuxième point, je le redis et le redis encore, un entrepreneur, bien sûr, doit être courageux, bien sûr, doit trouver les moyens de réussir et de se battre, mais ça n'est pas un super-héros. Si vous êtes sérieux, organisé et que vous acceptez l'autocritique, vous pouvez réussir sans être Elon Musk ni Mark Zuckerberg.
Bruno, vraiment, merci. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Alors, comment rester en contact avec moi? Écoutez, sur Twitter, c'est @bvanrib. LinkedIn, c'est Bruno Van Rib. J'ai une page publique Facebook Bruno Van Rib également, donc c'est assez simple. Je suis assez sur les réseaux sociaux quand même, je suis assez présent. Et ensuite, vous dites, est-ce que j'ai une annonce à faire? Je ne suis pas venu ici pour vendre quelque chose. Je souhaiterais simplement, et cela me ferait très plaisir, que si certains des auditeurs aujourd'hui va y avoir la gentillesse de lire ces 10 commandements de l'entrepreneur qui marchent très bien, c'est un livre dont le premier tirage est presque épuisé, et que si jamais ils l'ont acheté sur Amazon, qu'ils laissent un commentaire pour les autres, ça me ferait très plaisir, car j'adore avoir des retours, savoir ce que les gens ont pensé de ce que j'ai fait. En toute humilité, je fais les choses avec passion et pour passer les messages, et j'adore que les gens m'expliquent ce qu'ils en ont pensé. Tribu Digitale, vous venez d'entendre Bruno Van Rib partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Bruno dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Bruno sur bebrave.fr et de le suivre sur ses réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et Facebook. Lisez son livre « Les 10 commandements de l'entrepreneur » aux éditions du Rocher et laissez un commentaire. Bruno, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Et merci beaucoup à vous. Hey Tribu Digitale, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Bruno. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!